Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Très récemment, j'ai commandé des livres sur Vinted. Lee du compte Instagram Book Addict, je crois. Je la suis en fait sur Vinted et elle a, désolée c'est Auguste, et elle a publié en fait une annonce là, il y a pas très longtemps d'ailleurs, sur Vinted. En fait c'était vraiment intéressant et je me suis dit que, enfin voilà, le pitch et tout m'intéressait de ouf. C'est un genre de livre que je n'ai lu qu'au collège. Il me semble pas au lycée en avoir lu ce type de livre là. Je vais pas vous faire languir plus longtemps quand même. Donc bref, merci en tout cas Lee pour le petit mot. Donc il s'agit en fait des 3 premiers tomes de Reine d'Égypte, donc à savoir un manga. C'est publié chez Kiyun et c'est Eshi Unido, je crois. Je sais pas comment ça se prononce. En est auteur, autrice. Enfin, le pitch me tentait trop, donc en fait j'ai pris les 3 premiers tomes. Donc là j'ai le tome 2, 3. Hop. Donc voilà, j'ai pris les 3 premiers tomes. Je vais vous lire le résumé donc, du tome 1. C'est le début d'une nouvelle ère dans l'Égypte des pharaons. Le mariage de la jeune Hatshepsut, je sais pas, et de son demi-frère Séti fait de ce dernier l'héritier légitime du trône sous le nom de Thoutmôsis II. Représentant des dieux sur terre, ils resplendissent dans leur parure et forment à première vue un couple parfait. Seulement, sous ses airs d'épouse idéale, Hatshepsut cache une colère profonde. Elle ne veut pas être simple reine, mais plutôt devenir pharaon elle-même, comme son guerrier de père. Enfant, elle ne cessait d'humilier Séti au combat, à l'épée, et elle est imbattable au tir à l'arc. Pourquoi ne serait-elle pas digne d'accéder au rang suprême juste parce qu'elle est née femme? Pour Hatshepsut commence alors un combat pour s'affranchir des conventions ancestrales d'une des plus grandes civilisations du monde. Voilà walou. Donc mes premiers mangas, parce qu'en fait je n'ai jamais eu de manga à moi, donc c'est mes premiers mangas. J'ai hâte de les lire, je sais pas si ça se lit vite ou si ça se lit lentement des mangas. Vraiment j'en sais rien du tout. Mais en tout cas voilà, j'ai trop hâte de les lire. Petit coucou d'Auguste. Hop, allez dis bonjour. Bah ok, bah dis au revoir alors, c'est plus simple. Ah, il sent mes nouveaux livres, c'est pour ça. Non. Voilà, Auguste le petit filou. Commence à être super lourd. Genre là il a 4 mois et demi, un truc comme ça, putain. Il a 4 mois et demi, un truc comme ça, et il est mais genre super lourd. Je pense qu'il va être plus gros que Temi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il a des trop beaux yeux, j'aime trop. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Bonjour, je vous reprends. Vous avez dû voir un petit peu les images du book club. Je viens de rentrer du book club. Donc moi ça faisait la 2e fois que je participais au book club et c'était juste vraiment chouette de pouvoir revoir Sophie, revoir Claire, mais aussi découvrir les personnes donc, qui faisaient partie. Oh là là, il me perturbe, il fait tapis là. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal, il défonce le tapis, voilà, Auguste. C'était hyper cool de pouvoir revoir Sophie, revoir Claire, voir aussi des nouvelles têtes, rencontrer des nouvelles personnes donc du club de Bordeaux. Ça m'a fait grave plaisir voilà, de participer à ce book club. Et effectivement, qui dit book club dit forcément passage en librairie. Oupsie. Donc on est passé chez Mola après avoir longtemps discuté de bouquins, mais pas que, parce que voilà, on faisait également connaissance, donc c'était super chouette.
Et donc forcément, passage en librairie, achat. J'ai trouvé mon bonheur à Mola et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc on commence par de la fantasy fantastique. Il s'agit de Floriane, n'importe quoi. Il s'agit des Noces de la Renarde de Floriane Soulas, je ne sais pas comment ça se dit. Ce bouquin était dans ma wishlist depuis vraiment super longtemps. Je vais vous lire tout de suite le résumé. On est sur une double temporalité. On est à la fois au Japon en 1467. On est également au Japon en 2016. Donc au 15e siècle, on suit Hikari qui est une kitsune qui vit avec ses sœurs dans une forêt peuplée de petits dieux. Fascinée par les humains, la mystérieuse jeune femme s'intéresse de près aux villageois installés au pied de la montagne et surtout à Jun, l'un des bûcherons. Mais le contact avec les hommes est formellement interdit par son clan. Si vous entendez, c'est Auguste qui s'éclate avec le carton. Et ensuite, on est à Tokyo en 2016. Mina a le pouvoir de voir et de côtoyer les yokai, je pense que ça se prononce comme ça, esprits et monstres du folklore japonais. Solitaire à cause de ce don qu'elle doit cacher à tous, la jeune fille ne se sent pas à sa place dans la société. Jusqu'au jour où un esprit tente de s'introduire dans ses rêves et que sa camarade Natsume l'entraîne dans une chasse aux démons à travers la capitale. Deux univers se croisent, deux destins s'entremêlent, entre quête d'identité et désir d'émancipation. Donc voilà, il me tentait beaucoup. La dernière fois, quand c'était le book club du mois de juillet, je l'avais pris à Mola, je l'avais entre les mains et en fait je l'ai reposé. Donc forcément je me suis dit, cette fois-ci tu le reposes pas quoi, tu le prends. Donc je l'ai pris, c'est bon, c'est fini, je joue avec le carton là. Oui. Et ensuite j'ai craqué sur des cozy mystery ou cozy murder, appelez ce genre là comme vous voulez. Je pense que vous connaissez un petit peu mon histoire avec les cozy mystery. C'est un genre qui m'intéresse beaucoup mais je n'arrive pas à adorer, à accrocher. J'ai lu évidemment que 2 livres donc forcément j'ai peut-être pas aussi assez de recul. Mais voilà, ces 2 bouquins que j'ai pris là me tentaient énormément. C'est des cozy murder, cozy mystery, bref, c'est pareil, historique. Donc voilà. Le premier, c'est L'assassin du train de Jessica Fellows, j'imagine. Et donc en fait, on est en 1919. Nancy est une jeune femme pétillante et romanesque à l'aube de ses 18 ans. Louisa Cannon, sa domestique et confidente, est arrivée sous peu au service de la famille Mitford. Tout bascule le jour où elle se retrouve embarquée dans une sombre affaire, le meurtre de l'infirmière Florence Shore, à bord de l'express de 15h20. S'inspirant d'un fait réel, une affaire encore non élucidée à ce jour, ce roman captivant nous emmène dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, des milieux défavorisés au faste de la High Society, à travers les aventures de Nancy et Louisa. Et en fait, je vois là dans la 4e de couve que c'est un mix entre Agatha Christie et Downton Abbey. Du coup, ça me tentait beaucoup. J'espère que ça va vraiment me réconcilier avec ce genre-là. Je vais vous parler tout de suite après de ma lecture en cours, donc je suis toujours sur Cottage Phantom et Guet-apens, qui est un cozy mystery. Donc, Auguste il veut monter sur mes genoux, mais bon, tu vas bouffer les livres, alors non merci quoi. Et je vous montre tout de suite du coup le deuxième cozy mystery. Il s'agit d'une enquête des sœurs Brontë, la mariée disparue, donc c'est publié chez les éditions Hauteville. C'est une toute nouvelle saga de cozy mystery et donc ça me tentait énormément. Donc on est dans le Yorkshire en 1845. Une jeune femme disparaît laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang. Quand les filles d'un humble pasteur des environs apprennent la nouvelle, elles sont horrifiées. Les sœurs Brontë décident aussitôt de mener l'enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Charlotte, Emily et Anne ne manquent ni d'esprit ni d'énergie, pourquoi ne pas s'improviser détective? Mais dans cette société rétrograde où on considère que la place d'une femme est au foyer, on voit d'un mauvais œil ces dames détectives qui arpentent la lande en quête d'indices. Qu'à cela ne tienne, les sœurs Brontë sont prêtes à braver tous les dangers pour découvrir ce qu'il est arrivé à la mariée disparue. Donc voilà, ça avait l'air
Vraiment super chouette. J'avais déjà fait des pré-repérages chez Mola dans la vitrine. Enfin, vous avez dû voir quelques clips vidéo dans mon précédent vlog. Et donc j'avais vu ce bouquin-là, il me tentait trop. Donc forcément, je suis armée. Auguste, on arrête de faire des conneries quand je filme. Et donc forcément, comme j'avais fait un peu de repérage, ben voilà. J'ai un peu sauté dessus quoi. Donc voilà, c'est tout pour mon bilan. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Pour mon bilan chez Mola, ouais, je pense qu'on a... En fait, on n'a pas tous craqué, puisqu'il y avait pas mal de filles qui étaient en no-buy. Et du coup, c'était vraiment marrant. Parce que, enfin, j'étais très surprise. Elles n'ont pas craqué. Je pense à Camélia, Mathilda, à Fanny. C'était vraiment marrant de voir qu'elles n'avaient pas craqué. Karine aussi. Karine n'a pas craqué non plus. Sophie et Claire ont également craqué, j'étais pas la seule. C'est vrai que passer dans une librairie sans craquer, c'est un peu difficile quand même. Voilà. Je vais vous parler maintenant de ma lecture en cours, je vais la chercher. Bon, j'ai clairement l'impression que ça fait 150 ans que je vous parle de cette lecture, mais en même temps ça fait 150 ans que je suis dessus, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je n'avance pas. Il s'agit de Cottage Fantôme et Guet-apens de Anne Granger. J'en suis, pour vous dire à quel point j'avance mais doucement, page 281 sur 357. Bon, il ne reste pas non plus énormément. Juste pour vous dire rapidement, avant de passer j'espère à une autre lecture, que c'est un cosy mystery où on retrouve le cadavre d'une jeune femme dans une étable. Cette ferme est abandonnée depuis un moment. Donc il y a un peu une ambiance un peu lugubre, vous voyez, il y a des fantômes, enfin c'est un peu Halloween quoi, enfin la couverture le montre, hein, les corbeaux et tout. C'est à peu près ça, on est à la campagne, en plein milieu de rien. Et donc Jess, qui est une inspectrice de police, et Carter, son supérieur, vont enquêter sur ce meurtre. Il y a également un deuxième corps qui va être retrouvé, je vous spoil pas parce que c'est dans la 4e de couverture, hein, ils le disent aussi. Et ce deuxième corps, je vous dis pas qui c'est. Et du coup ça fait vraiment une dynamique. Enfin, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a toujours des nouveaux éléments, des nouvelles... Enfin c'est plutôt intéressant de ce point de vue là, mais il y a quelques longueurs qui me font que c'est vraiment pas un coup de cœur. Et c'est une bonne lecture mais sans plus. Donc c'est un peu pénible de toujours avoir ces récaps, ces petites updates là de l'enquête. Le rythme est quand même assez lent, donc ça m'agace un petit peu. Mais bon, globalement j'apprécie quand même ma lecture. Voilà. C'est juste que ça traîne en longueur. J'espère pouvoir la terminer là afin de enchaîner avec une saga qui me tente de ouf. Donc je vais vous la montrer. Donc voici la saga qui me tente de ouf, il s'agit de Été anglais, le tome 1 de la saga des Casalets. Et rebonjour, je vous reprends, on est dimanche et donc effectivement ça s'est coupé peut-être un peu brutalement. Attendez, je me relève. Voilà. Donc oui, j'ai commencé Été anglais parce que j'ai terminé donc Cottage Fantôme et Guet-apens. Donc j'ai commencé cette lecture là, Été anglais c'est le tome 1 de la saga des Casalets. J'en suis... que j'ai vraiment, j'ai juste commencé. J'en suis à la page 60, donc voilà, sur 557. Pour l'instant, en fait, il s'est passé plein de trucs. J'ai l'impression, enfin, ça se lit super lentement. Voilà, je mets 3 heures à lire littéralement 2 pages. C'est un peu... je m'attendais à ça, mais quand même, je suis un peu choquée que ce soit aussi lent pour lire. Mais en même temps, si vous regardez un peu par exemple la mise en page, on a des... par exemple, voilà. C'est quand même écrit assez petit, je trouve, et on a des pavés, voilà, il y a des pages où ça fait... où il n'y a pas d'espace, quoi. Donc effectivement la lecture prend forcément plus de temps. Mis à part ça, j'aime bien. C'est très lent comme rythme. C'est vraiment très lent. L'autrice prend vraiment le temps de décrire les personnages, leurs aspirations, ce qu'ils aiment, de décrire aussi la famille. Ce qui est chouette, c'est qu'on a un arbre généalogique au début pour se repérer parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Donc... hop. Mais ouais, il s'est pas passé énormément de trucs en 60 pages.
Donc c'est vrai que c'est un peu... c'est un rythme qui est lent. J'aime bien la plume de l'autrice, mais voilà, j'espère qu'il y aura un petit peu plus d'action quand même. En tout cas, il y a des petits secrets, chacun est vraiment introduit par l'autrice. Donc oui, effectivement, c'est un tome 1 aussi, donc c'est normal que ce soit vraiment introductif. En tout cas, voilà, pour l'instant, j'aime bien. Maintenant, à voir comment ça va se passer. On est donc en 1937, c'est vrai que je n'ai pas dit le résumé. On est en 1937 et en fait on suit une famille plutôt aisée et on suit également la vie des domestiques. Donc ça ressemble énormément à Downton Abbey si vous connaissez la série, elle est maintenant dispo sur Netflix. Et en fait, ça ressemble beaucoup parce qu'on a voilà, la vie de cette famille et donc il y a les parents et ils sont 3, il me semble, 2 frères et une sœur. Ils sont 4, voilà. Vous savez que j'avais dit des conneries. 3 frères et une sœur. Et donc on suit également donc, leur vie de famille. Eux, voilà, certains ont des enfants et une femme. Et donc on les suit également dans leur vie familiale. On suit également du coup les petits-enfants. Et dans leur vie, dans ce qu'ils aiment, dans leurs activités quotidiennes. En fait, on suit vraiment leur quotidien. Donc là, en 60 pages, il s'est passé une demi-journée à peu près. Voilà, en 60 pages, il s'est passé qu'une seule demi-journée. Donc c'est vrai que c'est un rythme qui est très très lent, après à voir comment ça va évoluer, mais voilà. Et là, le roman, donc j'ai remarqué, est découpé en parties. Donc là, sur la première partie, je suis à Lansdowne Road, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, on est à Home Place, donc on a les années, c'est chouette, donc 1937. Ensuite, la deuxième partie, c'est Home Place 1937. Et la troisième partie, c'est Home Place, fin de l'été 1938. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est la dernière partie. Et après, en fait, on a un extrait du tome 2 à la fin. Donc, j'ai pas lu l'extrait du tome 2. Mais j'ai remarqué que le tome 2 commence par Home Place, septembre 1939. Donc voilà, c'est quand même vraiment lent, hein, je trouve, comme rythme. Mais c'est plutôt prometteur. Voilà, donc je me suis déjà fait un peu voilà, une opinion quand même en 60 pages. Parce que je trouve qu'on a le temps d'apprécier la plume de l'autrice en 60 pages. À voir. Les tâches de la vie quotidienne, c'est tout ce qui s'est passé en 60 pages. Après voilà, c'est le début, et il y a plus de 500 pages, donc j'ai largement le temps de voir venir le truc quoi. Désolée, vous entendez peut-être ma machine à laver. C'est la fin du cycle. Sinon, je ne vous ai pas dit, mais j'ai terminé le tome 1 de Château Bordeaux, et donc là j'ai commencé littéralement avec le ticket de caisse. Attendez, je vais changer quand même. Et j'ai commencé le tome 2 de Château Bordeaux. Le tome 2 s'appelle L'œnologue. Donc voilà, comme je sais pas si j'en ai parlé dans ce vlog là ou pas, mais on suit en fait Alexandra qui a repris le domaine vinicole familial suite au décès de son père qui lui gérait le domaine. Et donc on va un peu suivre ses péripéties parce qu'elle a 2 grands frères qui sont pas forcément de cet avis. Elle a une belle sœur qui est pas du tout de cet avis-là, qui a envie de reprendre l'héritage familial. Donc du coup on la suit dans toutes ses aventures. Et on a également, ce qui est super intéressant avec cette bande dessinée, c'est qu'on a un petit peu l'histoire du Médoc, l'histoire des vins, enfin en tout cas l'histoire des vins de Bordeaux en fait. Donc c'est plutôt intéressant, on en apprend un peu plus aussi sur la fabrication du vin, sur l'exploitation d'un domaine, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Pareil, elles sont super courtes, je vous l'avais dit je crois dans un précédent vlog, mais elles font toutes 56 pages. Malgré tout, je sais pas, je trouve que ce tome 2 est bien plus intéressant que le tome 1, mais peut-être parce qu'il se passe plus de trucs et que le tome 1 était vraiment introductif. J'ai le tome 3 également, donc je vais pouvoir continuer la saga, et dès que je reviendrai en médiathèque, je pense que j'enchaînerai les tomes et je prendrai les tomes d'après. Mais oui, mes chers. Je viens de tourner ma vidéo que vous avez peut-être dû voir sur les romans historiques de ma wishlist. Le focus. Ah, c'était horrible ce focus. Mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même. J'en profite pour vous montrer ma bibliothèque, parce qu'en fait je ne l'ai jamais montrée. Donc ça c'est ma bibliothèque qui est à Bordeaux.
Donc voilà ma palle. Et en dessous, donc les livres que j'ai lus. Donc en dessous, ouais, c'est les livres que j'ai lus, mais depuis février, je pense. Sachant qu'ils y sont pas tous, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai emprunté à la médiathèque et il y en a que j'ai prêté. Donc voilà. Et rebonjour, je vous reprends, on est vendredi et je vous ai pas pris en fait de toute la semaine parce que j'avance à la vitesse de l'escargot dans ma lecture de Été anglais. Donc le tome 1, la saga des Casalets. J'en suis à la page 250 sur 557. Je suis même pas à la moitié, c'est l'escargot. Je vous dis, je suis dans l'escargot cette semaine. Mais parce qu'en fait, on a une ambiance à la Downton Abbey, donc c'est vraiment chouette. Mais à côté de ça, il se passe pas énormément de rebondissements et du coup, il n'y a pas le petit truc addictif, vous voyez, qui fait que j'apprécie un livre et j'ai vraiment envie de le terminer et je le termine vite. En plus de ça, Auguste est en train de faire connerie sur connerie, donc je suis un peu agacée. Excusez-moi de ma tête pas très souriante, mais vraiment je n'en peux plus. J'apprécie la plume, mais voyez, sans plus, c'est pas une plume qui pour moi est addictive, c'est très lent, très contemplatif, très descriptif. On est quand même sur la description de l'ambiance, des lieux, mais surtout des personnages, de leurs expressions, de leur façon de faire, de leurs répliques. En fait, on est vraiment dans de l'observation pure. Un passage de la 4e de couverture représente à mon sens parfaitement ce roman-là. Bon, je vais vous le lire. C'est un critique ou une critique, je ne sais pas, de Vogue, du magazine Vogue, qui dit « Captivant, Howard fait preuve d'un immense talent d'observation ». Et donc effectivement, quand j'ai lu ce passage-là, donc de la 4e de couverture, je me suis fait vraiment cette même réflexion. Je trouvais que c'était juste extrêmement pertinent. Alors le mot captivant au début, non, c'est pas mon avis. Mais c'est vraiment, vraiment descriptif, mais pas dans le sens ennuyeux du terme, plus dans le sens, c'est très observateur, c'est très fin. Elle a une analyse observatrice plus des personnages, je sais pas si ça se dit analyse observatrice, mais bref, une sorte d'analyse très observatrice des personnages qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive véritablement, donc tout est à la 3e personne du singulier, et donc on arrive véritablement à plonger vraiment au cœur même de chaque personnage. Rien qu'avec cette plume, on arrive à ressentir et à comprendre à demi-mot, il y a énormément de sous-entendus, hein. Donc à demi-mot, on arrive à comprendre les émotions profondes et les désirs surtout profonds des personnages avec la plume de Jane, Elizabeth Jane Howard. C'est vraiment intéressant. On est vraiment sur une saga, oui, familiale, pure et dure. D'ailleurs, je pense que je vous l'avais peut-être montré, mais il y a un arbre généalogique au tout début du roman qui est pour le coup assez spoilant, qui vous spoil en fait la première partie du livre. Donc là j'en suis en fait au tout début de la 2e partie, donc page 250. En fait je suis vraiment mitigée. Ah, ça clignote rouge, sympa. Donc ouais, je suis vraiment mitigée, je suis plutôt contente quand même de découvrir cette saga là. Maintenant j'attends vraiment qu'il se passe d'autres trucs parce que là c'est la vie quotidienne en fait d'une famille. Oula, je l'ai vu sauter du coin de l'œil. C'est la vie quotidienne d'une famille en fait en Angleterre en 1937. D'ailleurs, la première partie, ça se passe sur plusieurs jours, mais en fait si vous voulez, ça se déroule de manière très très lente. On a un jour, le 2e jour ils font ça, le 3e jour ils font ça, le 4e jour ils font ça. La matinée s'est bien passée pour Louisa, je sais plus, bref. Enfin des trucs comme ça, donc c'est un peu pénible et d'un coup à la fin de la première partie, et voilà ce que machin retient de l'été. Machin retient de l'été ça, puis ensuite machin retient de l'été ça. Donc en fait chaque personnage est genre décortiqué, mais de manière... elle annonce les faits quoi. Et c'est tout, il n'y a pas réellement d'analyse très profonde. C'est à nous lecteurs à nous faire... Ah oui d'accord, c'est l'écharpe qui l'intéresse. C'est à nous lecteurs en fait à nous faire notre propre avis, notre propre opinion sur les personnages.
et notre propre analyse aussi des personnages. Donc voilà pour cette semaine. Donc là je vais rejoindre une pote en ville. Je pense qu'on va faire un petit peu les librairies. Oups. Bah écoutez, je vais conclure maintenant ce vlog parce que j'ai plus rien à vous dire de très intéressant. J'ai terminé le tome 2 de la BD Château Bordeaux. C'était très intéressant. J'ai littéralement dévoré cette bande dessinée là. Et je suis en train de lire le tome 3. Oula, on arrête. Il me lâche pas. C'était super intéressant, j'ai préféré le tome 2 au tome 1. Je vous dis encore une fois merci, j'ai eu quelques retours très sympathiques sur ma vidéo concernant ces 10 romans historiques de ma wishlist. Super contente en fait que vous ayez un peu les mêmes goûts littéraires que moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et puis moi je vous fais des bisous et puis je vous dis normalement à la semaine prochaine.